Bonsoir chers téléspectateurs de UDTV. Nous revoilà encore pour une nouvelle émission. Votre émission Ma Plume. Une émission pédagogique qui permet d'apprendre autrement, de voir les réalités de l'école dans une autre dimension, dans une autre sphère. Aujourd'hui maintenant, nous recevons un éminent professeur, Monsieur Ndiaye, professeur d'histoire-géographie au lycée Dr Daouda Sow. En fait, Monsieur Ndiaye s'est remarqué par une élégance dans sa façon de parler, une certaine beauté dans sa façon de s'habiller aussi, pour le taquiner un petit peu, mais en vérité aussi, il est remarqué par sa clairvoyance dans ses idées. Monsieur Ndiaye aime l'histoire-géographie et il le montre bien. Ses élèves l'admirent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est éloquent et il a aussi ce qu'on appelle la sagesse d'esprit. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Touré. Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne UDTV. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. En me présentant, j'ai l'impression que vous parliez d'une autre personne. Mais quand même, cela tout simplement montre toute l'admiration que vous avez envers moi. Et je vous félicite de tout cela. Merci. Le plus souvent, dans les enseignements-apprentissages, les élèves subissent ce qu'on appelle des évaluations. Certaines évaluations en histoire-géographie concernent ce qu'on appelle la méthodologie, surtout en histoire et en géographie. Monsieur Ndiaye, quelle est l'importance de ce thème? Alors, c'est un thème ô combien important, mais je crois bien que pour comprendre l'importance du thème, il faut saisir l'importance de l'histoire et de la géographie, qui sont des disciplines indispensables dans la formation de tout intellectuel. Alors, l'histoire et la géographie n'est pas un ensemble de connaissances seulement, mais il s'agit aussi d'un ensemble de règles, de méthodes qui sont mises en place pour la production de ces connaissances-là. Et cela fait la scientificité de ces deux disciplines. Maintenant, quand on parle de la méthodologie, en histoire et en géographie, il s'agit tout simplement de la méthode de production du savoir. Cette méthode de production du savoir donc, peut intervenir à un niveau le plus élevé, qui est l'université, mais au niveau scolaire, qui est le niveau le plus bas, il s'agit d'imprégner l'élève, il s'agit d'imprégner les apprenants de la façon de rechercher, de la façon de travailler, de la façon de réfléchir et d'analyser en histoire et en géographie. Voilà. Alors, monsieur Ndiaye, il s'agit le plus souvent maintenant dans la discipline que vous enseignez, que les élèves soient évalués en commentaires, mais surtout aussi en dissertation. Alors, généralement, quel est le choix des élèves quand vous le rencontrez dans les copies? Alors, c'est une bonne question et la tendance générale, c'est que les élèves choisissent le commentaire en géographie tout comme en histoire. Parce que tout simplement, ils considèrent que c'est beaucoup plus facile d'avoir la moyenne en commentaire qu'en dissertation. Et cela est nécessairement ou bien indispensablement dû aux difficultés que rencontrent ces élèves-là au niveau de la dissertation, par exemple, cause pour laquelle l'ensemble de ces difficultés-là guide leur choix, qui est généralement orienté vers le commentaire en histoire, tout comme en géographie. Alors, certainement. Nous sentons aussi que, parce que nous sommes tous des professeurs, que les copies des élèves maintenant laissent à désirer. Laissent à désirer dans l'expression, laissent à désirer aussi dans la technique. Qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent comme essentielle difficulté dans votre discipline dans les copies des élèves? Alors, vous-même, vous l'avez un tout petit peu effleuré. Vous avez parlé de discipline dans l'expression. Donc, ce sont les principales difficultés que l'on rencontre. Mais dans les copies des élèves aussi, d'autres difficultés sont rencontrées. Alors, au-delà de la difficulté donc liées à la langue, il y a d'autres lacunes, par exemple dans le cadre de la maîtrise des connaissances, dans le cadre de la maîtrise ou de la non-maîtrise, de la non-connaissance de l'ensemble des préacquis ou des prérequis, donc installés chez l'élève depuis les classes précédentes, par exemple. Et si l'élève n'a pas ses préacquis et ses prérequis, il sera toujours confronté à des difficultés pour faire un bon commentaire ou bien une bonne dissertation. Et la langue, je vous dis, c'est la principale difficulté que l'on rencontre avec les élèves. C'est la cause pour laquelle d'ailleurs, ils ne préfèrent pas choisir la dissertation parce qu'ils pensent qu'ils n'auraient pas la possibilité d'étayer leurs idées, d'élucider, en quelque sorte, d'éclaircir leurs pensées. Et je crois bien que quand on parle
parle de dissertation ou bien de commentaire, c'est un esprit critique que l'on recherche chez l'élève. Donc la langue, c'est l'épine dorsale. Donc c'est l'alpha et l'oméga du commentaire, tout comme de la dissertation historique. Et un élève qui ne maîtrise pas la langue, cet élève-là est confronté à des difficultés pour faire ces deux types d'évaluation-là. Nécessite-t-il pas que l'élève en réalité soit aussi préparé peut-être psychologiquement à affronter certaines évaluations? Alors, psychologiquement, effectivement, parce que depuis la classe de seconde, en quelque sorte, on lui enseigne la méthodologie. Comment faire la dissertation, comment faire le commentaire. Alors, depuis la classe de seconde, on lui enseigne quels sont les types de calculs que l'on peut avoir en commentaire, en quelque sorte, en histoire, tout comme en géographie. Alors, généralement, ces calculs-là concernent la géographie. Maintenant, si l'élève ne maîtrise pas ces calculs-là, en quelque sorte, il aura des difficultés énormes pour le faire. Et les élèves sont préparés depuis la classe de seconde, et surtout en classe de première. On insiste beaucoup sur les calculs. Et là, il y a un tas de formules que l'élève doit assimiler. Et s'il n'assimile pas ces formules-là, il aura toujours des difficultés. Je ne parle même pas de méthodologie de construction de graphiques, etc., qui interviennent dans le cadre du commentaire de documents, surtout en géographie. Alors, en premier lieu, nous allons nous intéresser au commentaire historique. Si vous devez expliquer un tout petit peu aux élèves qu'est-ce que c'est que le commentaire historique, que leur direz-vous? Alors, comme je l'ai dit tantôt, le commentaire historique nous permet de mesurer l'esprit critique de l'élève, sa capacité d'analyse. Et il faut comprendre qu'on a deux types de commentaires. Il y a le commentaire libre, il y a le commentaire dirigé. Alors, au niveau du commentaire libre, il s'agit tout simplement de donner un document. Donc, qu'importe le type de document ou bien la nature du document. Et ce document-là, l'élève doit le commenter. Maintenant, là, il n'existe qu'une seule et unique consigne, donc qui est commenter en quelque sorte. Et l'élève devra comprendre que au niveau du commentaire libre, il y a une introduction, il y a un développement et il y a une conclusion. L'introduction est composée de plusieurs parties. D'abord, il y a la présentation du texte et de l'auteur, s'il s'agit évidemment d'un texte. Ensuite, le contexte historique. Ensuite, l'analyse ou bien le résumé. Et enfin, le plan qui est choisi par l'élève. Et au-delà du plan, la deuxième partie qui va intervenir, c'est ce qu'on appelle le commentaire proprement dit. Et enfin, vient la conclusion, qui est en quelque sorte composé aussi de trois parties. Généralement, il y a d'autres profs qui parlent de deux parties en quelque sorte, mais on peut dire aussi trois parties, dans la mesure où on peut retenir l'intérêt historique, la critique d'ensemble et la portée historique du document. Et maintenant, après le commentaire libre, vient maintenant le commentaire dirigé. Et au niveau de ce commentaire dirigé aussi, il faut y voir une sorte d'introduction, une sorte de développement et une sorte de conclusion. Mais l'élève devra comprendre que, et l'élève même verra que c'est un texte qui lui est donné, ou bien un document qui lui est donné, et ce document-là sera accompagné d'un ensemble de questions. Ces questions, on les appelle généralement des consignes. Mais dans les consignes, on peut bel et bien y voir une sorte d'introduction qui sera représentée par la présentation du texte et de l'auteur, ou bien par le contexte historique, et un développement. Et au niveau du développement, généralement, on posera à l'élève, par exemple, commenter tel et tel passage, expliquer tel et tel passage, analyser tel et tel passage. Et maintenant, vient une dernière question qui va porter sur soit l'intérêt historique, soit la critique d'ensemble, soit la portée historique. Donc l'élève se devra de respecter l'ordre des questions absolument. Dans la mesure où s'il commence par la réponse, donc concernant la dernière question, alors c'est comme si on commence par la conclusion au lieu de commencer par l'introduction. Donc voilà un tout petit peu. Mais là aussi, il faut comprendre que depuis 2011, les choses ont changé dans le cadre du commentaire dirigé, parce que l'UEMOA, dans le cadre donc d'uniformiser le bac UEMOA, des réformes ont été donc initiées pour arrondir les angles dans le cadre du commentaire. Et là, il y a un tas de verbes d'action que l'élève doit maîtriser, et d'ailleurs c'est ce qui constitue un réel problème, et ce qu'on doit installer surtout au niveau des élèves, de leur permettre de savoir ce que c'est expliquer. Quand on leur dit souvent expliquer, ils vont vous dire expliquer c'est rendre clair, mais comment expliquer, comment commenter, comment analyser, c'est là où la difficulté se pose. Donc dans le cadre des réformes, alors les consignes sont bien précises et me semble-t-il, les consignes sont orientées même vers l'évaluation critériée en quelque sorte. Le commentaire libre
on a dit, c'est 3 parties. La première partie est considérée comme étant l'introduction, la deuxième partie le développement et la dernière partie la conclusion. Alors, au niveau de la première partie, on a plusieurs éléments: présentation du texte et de l'auteur, c'est-à-dire d'un texte, contexte historique, analyse ou bien résumé, et enfin plan. Alors, si on se limite à ces 3 parties-là, et si on commence par la présentation du texte et de l'auteur, là, l'élève devra fondamentalement donner la nature du document. Et là aussi, les élèves rencontrent beaucoup de difficultés, parce qu'ils pensent que tout texte donc a comme nature extrait. Ils viennent et vous disent le texte est un extrait. Or, un texte peut avoir comme nature un discours, un pamphlet, un tract, un essai, un récit, un article de journal, etc., etc. Et là où j'invite aussi mes camarades ou bien mes collègues, il faudrait qu'on insiste sur ces aspects-là, ô combien importants, dans la mesure où l'élève devra identifier un texte qui est un discours. Par quoi? Par des guillemets qui commencent du début jusqu'à la fin. Ou bien par quoi? À travers le titre ou bien à travers la source. Alors, l'élève aussi devra comprendre ce que c'est qu'un essai. Un essai, c'est quoi? C'est un texte qui parle généralement sur un thème rare, jamais débattu ou bien rarement débattu. C'est en quelque sorte un texte polémique, en quelque sorte. Vous voyez? Et les élèves devront aussi comprendre ce que c'est qu'un récit, etc., etc. Donc, après la nature, maintenant, on donne le titre, entre guillemets, c'est toujours mis entre guillemets, ou à défaut, le titre général. Le leader général, autant pour moi. Et après avoir donné le leader général, l'élève devra s'adosser au niveau de la source. Et là aussi, il faudrait qu'on fasse attention par rapport à la source. Et faire de telle sorte que la source ne doit pas donner à l'élève n'importe comment. Parce qu'il y a un certain nombre de règles à respecter au niveau de la source. Et là, on dit souvent aux élèves qu'il y a plusieurs types de sources. Il y a des sources, c'est-à-dire des textes qui sont tirés d'ouvrages, des textes qui sont tirés d'articles de journaux et des textes qui sont tirés d'articles mais se trouvant dans des ouvrages en quelque sorte. Alors, maintenant, le cas parlant d'articles de journaux, ça peut être article de journal ou bien article venant d'une revue ou bien d'une périodique, etc. Et l'élève devra identifier c'est quoi une revue en quelque sorte, c'est quoi un article venant d'un livre collectif par exemple, c'est quoi un texte qui est tiré en quelque sorte d'un ouvrage. Donc voilà. Et là aussi, les difficultés des élèves, c'est de savoir identifier ces trois sources. Et on leur dit souvent aussi que pour pouvoir réussir la source, il faut l'éclater. Il ne faut pas venir et dire le texte, par exemple, a comme source Cheikh Anta Diop, civilisation ou barbarie, virgule, présence africaine, virgule, Paris, virgule, 1979, etc., etc. Donc il ne faut pas plaquer la source. Il faut dire, par exemple, le texte a été écrit par Cheikh Anta Diop. Il est tiré de son ouvrage Civilisation ou barbarie, publié par Présence africaine en 1900 tel, à la page telle, maison d'édition et tout cela. Tous ces éléments-là doivent être incorporés dans l'explication de la source. Dans une construction correcte, donc voilà, l'expression solide. Effectivement. Maintenant, après la source, l'élève pourra dire donc, si le texte est incomplet, et cela s'identifie à travers les pointillés, les 3 points de suspension mis entre crochets ou entre parenthèses à l'intérieur du texte. L'élève devra aussi éventuellement parler du ton et du style. Si le texte aussi est traduit, donc l'élève devra le dire en quelque sorte. Et c'est ça la présentation du texte. Maintenant, il ne s'agit pas forcément d'un texte, un commentaire. On peut avoir une carte, vous voyez, on peut avoir une image, on peut avoir par exemple des graphiques à commenter, etc. En histoire aussi. Effectivement, ça peut être le cas. Maintenant, après avoir présenté le texte, l'élève devra présenter l'auteur. Si cette question, donc voilà, on est toujours dans le cadre du commentaire libre, donc nécessairement il doit présenter l'auteur. Et la présentation de l'auteur regroupe d'abord la date et le lieu de naissance de l'auteur. Ensuite, sa fonction ou bien ses fonctions, sa philosophie, par exemple, sa pensée, quelles sont les idées qu'il défend. L'élève devra dire si l'auteur est témoin des événements qu'il raconte. Si l'élève aussi connaît quelques ouvrages de l'auteur, il peut l'avancer. Et enfin, l'élève devra terminer par la date de décès. Donc une présentation, mais une présentation sous 2 angles. Effectivement. D'abord la présentation du texte, mais surtout aussi la présentation de l'auteur. Et si l'auteur est connu, l'élève devra nécessairement donner des informations. Alors, dans des cas similaires, on pourrait dire en réalité que le plus souvent, les textes qui sont proposés, l'auteur doit être nécessairement connu. Effectivement, souvent, les textes qui sont proposés, on fait de telle sorte que l'auteur, donc, soit dans la leçon,
qui a été donné à l'élève, par exemple. Et cela, et on le dit même aux élèves, on leur dit que les auteurs qu'on vous donne et que vous recopiez dans vos cahiers, ou bien qu'on vous donne, qu'on vous met au niveau du tableau, vous devez les prendre et chercher éventuellement leur biographie une fois que vous rentrez chez vous. Ou bien les profs eux-mêmes donc, font des polycopes en quelque sorte et donnent ça aux élèves, et ces polycopes renferment souvent les auteurs les plus importants, les plus en vue, qui ont fait généralement l'histoire et qui figurent dans les connaissances, donc qui sont donnés souvent à l'élève. Oui. Alors, après la présentation, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le contexte historique. Alors, le grand problème des élèves, ils ont émis le souhait qu'un prof d'histoire géo vienne et explique en général un petit peu le contexte historique. Monsieur Dia, qu'est-ce que le contexte historique? Bon, le contexte historique, on dirait que c'est une sorte de casse-tête pour les élèves. Mais je crois que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Et là aussi, ça nous permet, nous, en tant qu'enseignants, de savoir, de connaître les élèves qui sont plus en vue dans la discipline. Parce que ceux qui maîtrisent le contexte historique, en réalité, souvent, généralement, ce sont ceux qui sont plus bons dans la discipline. Et parce que le contexte historique, c'est la véritable histoire, en quelque sorte. Le contexte historique reflète la caractéristique de la discipline historique, en quelque sorte. Parce que tout événement doit être placé dans son contexte. Maintenant, je m'adresse aux élèves et ils doivent comprendre tout simplement une chose. Dans le cadre du contexte historique, ils doivent savoir que le contexte historique est généralement composé de deux éléments, deux contextes, dit-on. Il y a un contexte général. Le contexte général, c'est le contexte dans lequel baignent les événements qui sont racontés dans le texte. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Si on me donne un texte, par exemple, qui parle des élections de 2012 au Sénégal avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir, donc en dégageant le contexte historique, je peux partir de l'année 2000 par exemple, en disant, en 2000, Abdoulaye Wade vient au pouvoir. Alors le Sénégal connaît sa première alternance politique. Alors, en 2007, ce même pouvoir libéral va remporter les élections. Mais à partir de son second mandat, avec les réformes qui vont être entreprises en quelque sorte, alors une sorte de méfiance va s'installer entre Abdoulaye Wade, qui était là jadis, et la population. Et alors, cela va donc précipiter sa chute en 2012, qui constitue l'avènement d'un nouveau régime à la tête duquel il y aura le président Macky Sall. Donc vous avez vu, j'ai fait une sorte d'historique. J'ai un tout petit peu évoqué les origines de l'élection de 2012. Donc, le contexte historique, surtout le contexte général, ici l'élève devra montrer les origines ou bien les causes des faits et des événements qui sont racontés au niveau du texte. Maintenant, à côté du contexte général, il y a un contexte particulier que l'on appelle le contexte de production du texte. Et là, ce n'est pas évident que les élèves le sachent. C'est la cause pour laquelle dans les réformes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc on insiste, on guide l'élève en lui disant, en insistant sur tel et tel aspect, en donnant tel et tel événement par exemple. Vous voyez, et là on guide l'élève. Mais si on est dans le cadre du commentaire libre, l'élève devra en quelque sorte donner le contexte d'écriture du texte ou bien le contexte de production du texte. Mais là aussi, il peut y arriver que le contexte général soit en coïncidence avec le contexte particulier. Mais l'élève devra tout simplement comprendre que le contexte général prime surtout. Donc c'est le plus important. Partir d'un contexte général, aboutir à un contexte particulier. Absolument. Alors dans la troisième partie maintenant du commentaire libre et dans l'introduction aussi, nous avons maintenant ce qu'on appelle le plan. Il y a l'analyse ou le résumé. Alors, nous, à l'université, vous savez, en histoire, tout comme presque dans toutes les autres disciplines, il y a des sortes d'écoles. Et au niveau de l'université, ces écoles interviennent dans la formation des professeurs actuels. Parce qu'il y a un ensemble de connaissances qu'ils ont acquis qu'ils ont acquises autant pour moi depuis l'université et qui se manifestent dans leur façon d'enseigner, par exemple. Cause pour laquelle d'ailleurs, si nous, on nous disait, certains profs nous disaient que, alors, ne me faites pas l'analyse, faites-moi le résumé. D'autres nous disent, ne me faites pas le résumé, faites-moi l'analyse, en quelque sorte. Alors, dans le cadre du commentaire et dans le cadre du résumé ou bien de l'analyse, l'élève devra faire le choix. Soit on fait le résumé, soit on fait l'analyse. Alors, le résumé, c'est quoi? On choisit les idées les plus essentielles, on résume le texte en quelque sorte. C'est la quintessence du texte, comme vous le dites, chers littéraires, vous aussi. Alors, l'analyse, là aussi, ce n'est pas très loin du résumé. C'est de choisir l'ensemble des idées qui font
qui fondent le texte en réalité. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence en quelque sorte. Et là aussi, il y a une sorte de confusion même que certains font. Et après maintenant, après l'analyse ou bien le résumé, viendra maintenant le plan. Et au niveau du plan aussi, l'élève devra partir du travail préalable qu'il avait effectué. Quel est ce travail préalable-là? C'est une lecture approfondie du texte. Quel est ce travail préalable-là? C'est le fait de souligner les faits, les événements, les dates, etc., les expressions qui sont d'une importance capitale pour la compréhension du texte. Quel est ce travail préalable-là? C'est ce travail qui consiste à numéroter les lignes du texte. Et une lettre se trouvant sur une ligne est considérée comme étant une ligne. Maintenant, ce sont ces numéros-là que l'élève utilisera pour décliner un plan. Donc, il peut dire de la ligne numéro 1 à la ligne telle, et il donne un titre. Vous voyez, et de la ligne telle à la ligne telle, il donne un autre titre. Et cela va constituer son plan. Et ce plan-là, ce sera le chemin qu'il va suivre au niveau du développement. Souvent, dans le commentaire dirigé, on ne dit pas souvent à l'élève, faites une introduction. Et là aussi, je vois qu'il y a une difficulté. Il faut que les élèves, ou bien les professeurs du moins, parviennent à s'accorder sur une chose. Il faut qu'on harmonise les choses. Et cela aussi fait partie des difficultés des élèves. Parce que si certains disent que l'introduction du commentaire dirigé, c'est la présentation du texte et de l'auteur, d'autres pensent que le contexte historique en fait partie. Donc vous voyez, et là, on pense aussi que le contexte historique en fait partie. Parce que si on prend le commentaire libre, le contexte historique est partie intégrante de l'introduction. Si l'élève voit qu'au niveau du barème, il y a 20 points, inutile de penser qu'il y a une sorte d'introduction à faire ou à ne pas faire. Et cela est valable aussi pour la conclusion. Alors, nous allons faire maintenant une étude comparative entre le développement, le commentaire proprement dit dans le commentaire libre et le développement aussi proprement dit dans le commentaire dirigé. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que forcément l'élève devra répondre aux questions posées dans le commentaire dirigé? Alors, dans le commentaire dirigé, on dit souvent consigne. Donc, il y a une obligation de respecter la consigne et de façon scrupuleuse. Donc, c'est d'une importance capitale. Alors que dans le commentaire dirigé, la consigne n'existe pas. Dans le commentaire libre, autant pour moi, la consigne n'existe pas. Alors, l'élève avait déjà choisi un plan et l'élève va suivre ce plan-là qu'il avait choisi. Mais dans le cadre du commentaire dirigé, on dit que des questions comme expliquer tel passage, commenter tel passage, analyser tel passage, ces questions-là peuvent être considérées comme étant un développement. Mais si on lui dit expliquer tel passage, par exemple, ou analyser tel passage, alors on peut dire que cela renvoie un tout petit peu au commentaire dirigé dans la mesure où, quand il suivra le plan qu'il avait décliné, il va absolument analyser des passages ou bien des faits historiques, des événements, etc. Il va les expliquer, les expliciter, les rendre intelligibles, etc. etc. Donc, au niveau du commentaire dirigé, on peut dire que si on peut parler de développement, le développement ne constitue qu'une ou bien deux questions maximum. Alors que dans le cadre du commentaire libre, le développement, c'est une partie entière où l'élève devra montrer toute sa dextérité, toute son intelligence et toute sa capacité à suivre une certaine logique dans donc, son expression, dans sa façon de décliner les idées aussi. Ensuite, la conclusion aussi, comment se passe une conclusion de commentaire historique? Alors, au niveau de la conclusion, il y a d'abord l'intérêt historique, après la critique d'ensemble et enfin la portée historique. C'est quoi l'intérêt historique? Certains commencent aussi par la critique d'ensemble, ensuite l'intérêt historique et enfin la portée historique. Alors, nous on peut commencer par l'intérêt historique. L'intérêt historique, c'est l'ensemble des connaissances qui, en quelque sorte, que le texte dégage. Ce que le texte a permis de comprendre en quelque sorte, surtout dans le mouvement de l'histoire. Donc c'est ça l'intérêt historique, l'intérêt du texte. Mais il y a une nette différence avec la portée historique. La portée historique fait référence à la suite des événements.
Et on dit souvent aux élèves, et je le dis pour leur permettre de comprendre facilement, que la portée historique, c'est un tout petit peu le contraire du contexte historique. Parce qu'avec le contexte historique, on était obligé de reculer, de faire une sorte d'historique. Et maintenant, avec la portée historique, il s'agit tout simplement de faire une sorte de projection dans le futur. Donc, de voir un tout petit peu le retentissement des événements et faits historiques qui sont relatés dans le texte. D'où les conséquences ou bien les effets des événements et des faits historiques qui sont relatés dans le texte. C'est un tout petit peu le fruit du texte en quelque sorte. Donc c'est ça la portée historique, le retentissement du texte de façon générale. Maintenant au niveau de la critique, il y a deux formes de critique. Il y a ce qu'on appelle la critique interne et la critique externe. La critique interne concerne le texte en tant que tel, les difficultés, les lacunes dans le domaine de la langue, par exemple. Il peut arriver qu'en histoire, on donne un texte qui date du XVIIe siècle. Et au lieu de dire « il parlait », on dit « il parloit »,« il dansoit », etc. Et tout cela, c'est à corriger aussi au niveau de la critique interne. Donc la critique interne concerne un tout petit peu la forme. Et la critique externe concerne les idées qui sont véhiculées dans le texte. Est-ce que ces idées-là coïncident avec les idées véhiculées généralement par la communauté scientifique ou pas? Est-ce que ce sont des idées concordantes ou bien ce sont des idées discordantes? Et là, l'élève pourra convoquer d'autres idées qu'il a eu à avoir ou bien d'autres ouvrages, d'autres auteurs qu'il a eu à lire et qui remettent en cause, qui battent en brèche les idées de l'auteur par projection d'une population, le temps de doublement, le temps de triplement, le temps de quadruplement, quintuplement, tout ce qu'on veut en réalité. Taux d'évolution. Tous ces calculs-là, l'élève devra les maîtriser. Et il s'agit d'indicateurs démographiques, mais qui concernent l'aspect temporel. Et à côté des indicateurs démographiques qui concernent les mouvements de population dans le temps, il y a aussi des indicateurs qui concernent les mouvements de population dans l'espace. C'est le cas des migrations. Immigration, émigration, solde migratoire, etc., etc. Donc c'est un ensemble de formules aussi que l'élève devra maîtriser et c'est d'une difficulté rare. Et au niveau aussi des indicateurs économiques, on en a beaucoup, une panoplie, PIB, vous voyez, IDH, c'est un autre type d'indicateur, mais PIB, PNB par exemple, RNB, solde commercial, taux de couverture, on ne peut pas toutes les citer. Et au-delà de cela, il y a aussi des indicateurs qui prennent en compte les deux aspects. C'est le cas par exemple de l'IDH dont je viens de dire par exemple, et tout découle de la notion surtout de développement que l'élève devra comprendre, surtout en classe de première. Parce que dans cette notion de développement, il faut absolument que l'élève maîtrise ces deux types d'indicateurs qui sont à la fois économiques et social. Donc par rapport à la compréhension, par rapport au fait, à la volonté de saisir, d'appréhender en quelque sorte la notion de développement. Mais aussi, toujours dans le cadre des indicateurs qui peuvent avoir un volet économique ou bien social, peuvent intervenir les indicateurs qui concernent la structure de la population. Il y a structure par âge, il y a structure par sexe et il y a les structures socio-professionnelles. Quand on parle de la structure par âge, par exemple, on peut essayer de calculer le ratio de dépendance. Le ratio de dépendance ou bien, par exemple, l'indice de la vieillesse. La vieillesse d'une population et cela constitue aussi des risques et des politiques aussi doivent accompagner tout cela. Et tout cela aussi doit être montré donc aux élèves. Et à côté de cela, c'est-à-dire des indicateurs qui concernent les structures de la population, surtout par âge, il y a des structures par sexe. Par exemple, le taux de masculinité, taux de féminité, par exemple le sexe ratio à la naissance, et c'est des aspects d'une importance capitale qu'on installe au niveau de l'élève, surtout chez les apprenants, surtout à la classe de première. Mais la difficulté, c'est que les élèves, on leur donne ça en première, mais ils doivent maîtriser ça, parce qu'en terminale, ça peut venir. Et il y a une panoplie de formules qui peuvent venir en terminale, qui donnent le bac, point d'interrogation. Et nous, en tant qu'enseignants, on se retrouve dans la nécessité de donner à l'élève donc le maximum de formules possibles. Et l'autre difficulté aussi réside dans le fait que si on a une formule, une autre formule peut en découler. Donc il y a un tas de choses que l'élève doit maîtriser, les rouages des calculs et tout ça, et cela rend les choses un peu difficiles. Une autre difficulté aussi est décelée, surtout dans la construction des graphiques. Effectivement. Donc c'est là où maintenant on doit rebondir.
Parce que le graphique doit suivre une logique. Ça dépend des types de données que l'on a. Il y a des données de type évolution. Il y a des données de type répartition. Et il y a des données qui prennent en compte les deux, de type évolution et répartition. Maintenant, si on a des données de type évolution, l'élève devra savoir les types de graphiques, excusez-moi, à représenter par exemple. Parce que souvent, on lui dit dans le commentaire, présenter un graphique pertinent. Si on a des données de type évolution, on peut avoir une courbe d'évolution, on peut avoir un diagramme on peut avoir un diagramme à barre, on peut avoir un diagramme à bâton par exemple, etc., etc. Alors, maintenant, si on a des données de type répartition, alors là aussi, l'élève peut avoir un diagramme à barre, il peut avoir un diagramme à bâton, etc., etc. Si on a maintenant des données de type à la fois évolution et répartition, l'élève peut avoir plusieurs types de graphiques, comme les diagrammes à duo d'orgue, par exemple, etc., etc. Les diagrammes en banderole, donc il y a aussi un tas de diagrammes que l'élève aussi devra maîtriser. Et les graphiques dépendent des types de tableaux et statistiques qu'on a donné à l'élève. Toujours en suivant aussi la logique donc de vos devoirs, nous sentons en réalité aussi qu'il y a ce qu'on appelle un commentaire propre à la géographie aussi. Lorsque les élèves en vérité auront construit peut-être leur graphisme, ils doivent en quelque sorte faire une sorte d'interprétation. Absolument. Donc l'interprétation aussi fait partie de la géographie. Parce que le graphique évoque une vue d'ensemble ou bien donc une appréhension d'ensemble sur un phénomène géographique bien déterminé, bien donné. Maintenant, une fois que le graphique est construit, et souvent après des calculs que l'on donne aux élèves ou bien que l'on demande aux élèves, on lui demande aussi d'interpréter. Alors, au niveau de l'interprétation, il y a généralement deux aspects. D'abord, il faut faire la description du graphique. Et au niveau de la description, il y a une description générale. Et on va du général au particulier. Par exemple, si on nous donne un tableau statistique qui concerne les pays des BRICS, par exemple, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, par exemple. Alors, maintenant, on nous donne PIB, et il y a un total PIB global. Alors, ici, au niveau de l'interprétation, si l'élève a construit le graphique, il doit un tout petit peu voir la vue d'ensemble, les inégalités. On doit constater que dans la répartition du PIB des BRICS, il y a des pays qui sont plus représentés. Donc, il y a des pays qui ont une part plus importante. Donc, ça, c'est la vue générale, la vue d'ensemble. Maintenant, au plan particulier, l'élève devra tout simplement montrer quels sont les pays qui ont une part plus importante par rapport à d'autres, par exemple. Et une fois la description terminée, on lui demande de faire l'explication ou bien l'analyse. Et au niveau de l'analyse, c'est là où l'élève devra entrer dans le fond en expliquant ce qu'il a décrit, par exemple. Pourquoi la Chine aurait un PIB beaucoup plus important par rapport aux autres pays des BRICS, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un géant économique. Vous voyez, on parle de première puissance économique ou bien deuxième. On parle de puissance manufacturière depuis 2011. On parle d'une puissance industrielle, donc qui un tout petit peu bouscule les États-Unis qui sont leaders dans le monde sur tous les plans, etc., etc. Et c'est un ensemble de connaissances que l'élève devra convoquer en utilisant ses connaissances personnelles, sa culture générale personnelle, mais aussi en s'adossant sur les connaissances et les attitudes qui lui ont donc été données en cours, par exemple.